Welcome to a new episode of Men Washington. In this week's show, Bienvenue dans votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Jeunesse marocaine et américaine, regard croisé entre identité, avenir et engagement. Maroc, États-Unis, quand la jeunesse redéfinit son avenir. Aspiration de la jeunesse à l'épreuve de l'incertitude économique. Maroc, États-Unis, les jeunes se désintéressent-ils de la politique? Bonjour à toutes et à tous. Depuis des décennies, le Maroc et les États-Unis entretiennent une relation fondée sur l'histoire, la diplomatie et le respect mutuel. Au-delà des relations officielles et de la coopération stratégique, une autre dimension de ce partenariat mérite toutefois l'attention. Les perceptions, les aspirations et les expériences d'une nouvelle génération qui grandit dans un monde toujours plus interconnecté. Comment les jeunes Américains perçoivent-ils aujourd'hui le Maroc? Quelles images et influences culturelles façonnent leur vision d'un pays qui conjugue héritage historique et modernité? Et dans quelle mesure les expériences des jeunes Marocains et Américains se rejoignent-elles à l'heure où ils font face aux défis et aux opportunités du XXIe siècle? Across both societies, young people are confronting many of the same questions about their futures. Dans les deux pays, les jeunes partagent des préoccupations similaires. Ils recherchent des opportunités de formation, aspirent à des emplois de qualité et à une stabilité financière dans un contexte marqué par les incertitudes économiques, la hausse du coût de la vie, les mutations technologiques rapides et une concurrence accrue sur le marché du travail. Parallèlement, ils redéfinissent les notions de réussite, d'identité et d'engagement au sein de la société. Yet another trend is drawing increasing attention from policymakers and researchers alike. Un autre phénomène retient l'attention des décideurs et des chercheurs, la montée du désengagement politique chez les jeunes générations. Pourquoi de nombreux jeunes se détournent-ils de la participation politique? S'agit-il d'une perte de confiance, d'un sentiment de frustration ou d'une évolution des priorités? Et quelles pourraient être les conséquences pour l'avenir de la vie démocratique? In this special edition of Men Washington, we explore how American youth perceive Morocco. Dans cette édition spéciale de Depuis Washington, nous examinerons la place qu'occupe le Maroc dans le regard de la jeunesse américaine. Nous comparerons également les réalités, les aspirations et les défis auxquels sont confrontés les jeunes des deux pays, avant d'analyser les facteurs qui expliquent la progression du désengagement politique au sein d'une génération appelée à façonner les sociétés de demain. Pour en débattre, nous recevons Amber Paramore, originaire de la région de Chicago. Elle s'apprête à entamer sa deuxième année à la Cornell University où elle étudie les sciences de gestion et les systèmes d'information dans le cadre d'un parcours préparatoire aux études de droit. Elle effectue cet été un stage au sein du Madison Group à Washington. Nous accueillons également Cecilia Travers, originaire du comté de Prince George, dans le Maryland, étudiante au Boston College. Elle effectue cet été une bourse de stage au Madison Group où elle travaille sur les crédits fédéraux et les politiques liées à la main-d'œuvre dans les secteurs des infrastructures, de la sécurité publique et des services à la personne. Parmi nos invités figure aussi William Dreyer, étudiant à Hampton Sydney College et boursier du programme Wilson Leadership. Il étudie l'économie et la gestion des entreprises tout en travaillant dans les secteurs des loisirs et de la logistique. Bienvenue à tous. Alors Amber, permettez-moi de commencer avec vous. Lorsque vous entendez le nom du Maroc, quelle est la première image, idée ou impression qui vous vient à l'esprit et quels éléments ont façonné cette perception? Yeah, sure. I would say the first thing that comes to mind is just the location. Just being in, the Middle Eastern, North African region. La première chose qui me vient à l'esprit est sa situation géographique. Comme nous le savons, le Maroc se situe dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, à proximité de l'Europe. C'est la première image qui me vient à l'esprit. Ensuite, je pense à Casablanca. Je sais que le célèbre film Casablanca a largement contribué à ancrer l'image de cette ville dans les esprits. Bien que mon expérience personnelle du Maroc soit limitée, les médias ont joué un rôle important dans la construction de ma connaissance du pays. Je pense ainsi à une culture marocaine dynamique et riche. Je suis également consciente que la religion contribue à façonner les lois ainsi que la vie quotidienne. D'un point de vue américain, je sais aussi que le Maroc est l'un des plus anciens alliés des États-Unis. Je le perçois donc également à travers le prisme des relations internationales, du commerce et de la diplomatie. Absolument. Cecilia, que signifie pour vous le Maroc? Ce qui m'interpelle dans le Maroc, c'est qu'il n'a jamais été contraint de choisir entre son identité et son ouverture aux autres.
Le Maroc assume pleinement ses racines amazières, son héritage arabe, sa proximité avec l'Europe, ainsi que son ancrage africain et méditerranéen, sans qu'aucune de ces dimensions ne soit effacée pour satisfaire le regard extérieur. Cela témoigne à vrai dire d'une confiance en soi assez rare. L'identité du pays ne se limite pas à son peuple. Elle s'exprime également à travers son territoire, ses villes, son architecture et son histoire, incarnée dans les médinas ancestrales, les montagnes et les manières dont les villes se développent en harmonie avec leur environnement naturel. C'est précisément cet enracinement qui permet au Maroc de s'ouvrir au monde sans perdre son essence. Il ne craint pas la différence parce qu'il sait qui il est. Pour moi, cela est particulièrement marquant. De même, l'hospitalité, la fierté dénuée d'arrogance, ainsi que la volonté d'échanger, de coopérer et d'apporter son soutien sont autant de valeurs que le Maroc incarne d'une manière qui a, à mes yeux, une véritable signification. Effectivement, de nombreux facteurs et éléments contribuent à sa richesse et à sa diversité. William, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le nom du Maroc ? Lorsque j'entends le nom du Maroc, je pense à un pays doté d'une histoire riche et d'une relation particulière avec les États-Unis. Le Maroc a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance américaine et cette amitié perdure depuis près de 250 ans. En tant qu'étudiant américain, je trouve remarquable qu'une relation née au début même des États-Unis demeure solide aujourd'hui. Je pense également à la richesse de la culture marocaine, à sa position stratégique au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient, ainsi qu'à son rôle de pont entre les civilisations. Le Maroc possède un long héritage historique, des relations toujours vivantes et joue un rôle croissant dans la sécurité régionale, le développement économique et la diplomatie internationale. Ce qui retient particulièrement mon attention, c'est l'évolution des relations entre nos deux pays. D'une coopération fondée sur le commerce et la diplomatie au XVIIIe siècle, à un partenariat qui englobe aujourd'hui la défense, l'économie, l'éducation et les échanges culturels. Peu de pays entretiennent avec les États-Unis une relation aussi ancienne, initiée sous la présidence de George Washington, est toujours vivante aujourd'hui. C'est véritablement remarquable. Amber, quelle connaissance avez-vous de l'histoire et de la culture marocaine, ainsi que du rôle que joue le Maroc dans les espaces arabes, africains et méditerranéens ? Oui, je dirais que je ne suis pas une spécialiste du Maroc et que mes connaissances restent limitées. Toutefois, j'ai effectué quelques recherches et j'ai découvert que son histoire est extrêmement riche. On y a notamment mis au jour parmi les plus anciens restes humains connus, datant d'environ 300 000 à 400 000 ans. Depuis son indépendance, je considère le Maroc comme un pays particulièrement stable, surtout en comparaison avec plusieurs États de la région. Il dispose également d'une situation économique relativement solide et d'une culture remarquable. Je sais aussi que la religion joue un rôle important dans la société et dans la culture. Cela dit, j'aurais besoin d'approfondir davantage mes recherches pour acquérir une compréhension plus complète. L'essentiel de mes connaissances sur le Maroc provient du point de vue américain, à travers le partenariat et l'alliance entre nos deux pays, l'accord de libre-échange qui les unit ainsi que l'importance des échanges commerciaux annuels qui se chiffrent en milliards de dollars. Tout cela témoigne du rôle majeur du Maroc à l'échelle régionale et internationale, notamment dans ses relations avec les États-Unis. Absolument. Cécilia, selon vous, les écoles et les médias américains offrent-ils une vision fidèle de pays comme le Maroc ou subsiste-t-il encore d'importantes lacunes en matière de connaissances et de compréhension ? D'après mon expérience personnelle, je n'ai pris conscience de l'importance du rôle du Maroc dans la paix et la stabilité internationale que récemment. Je ne savais pas non plus que la relation entre les États-Unis et le Maroc constituait la plus ancienne relation diplomatique continue des États-Unis, ni que le traité de paix signé entre les deux pays en 1786, avant même l'achèvement de la Constitution américaine, n'avait jamais été dénoncé. Je pense que la plupart de mes camarades l'ignorent également. C'est pourtant un fait exceptionnel, mais il est largement absent de l'enseignement américain. Cela s'explique par le fait que nos programmes scolaires sont principalement centrés sur notre histoire nationale, nos guerres et les alliances que nous avons construites. Nous étudions rarement les pays avec lesquels nous n'avons pas été directement impliqués dans des conflits.
Le Maroc se retrouve ainsi souvent absent des programmes parce qu'il ne correspond pas à ce schéma. Il est pourtant important que les étudiants américains comprennent ce que signifie la réputation du Maroc comme oasis de stabilité dans une région qui a connu d'importants bouleversements au cours de la dernière décennie. D'une certaine manière, alors que les États-Unis ont construit leur influence internationale grâce à leur capacité d'innovation et à leur population, le Maroc a su tirer parti de son territoire, de sa position géographique, de ses liens culturels et de son attractivité pour développer le tourisme et bâtir de solides relations commerciales. C'est particulièrement vrai dans ses relations avec l'Europe, mais aussi dans son rôle de médiateur dans certains conflits en Afrique et au-delà, ainsi que dans son soutien à la cause palestinienne. À une époque où les États-Unis ont tendance à se replier davantage sur eux-mêmes, cette lacune devient plus importante que jamais. Oui, le Maroc est souvent présenté comme un pôle de stabilité dans une région marquée par de nombreuses turbulences. William, à l'ère des réseaux sociaux, dans quelle mesure votre perception des pays étrangers est-elle davantage influencée par les contenus en ligne que par l'enseignement reçu à l'école ou à l'université? Well, I think for most people in my generation, social media really. Pour la plupart des personnes de ma génération, les réseaux sociaux constituent la première source de découverte des pays étrangers. Nous ne les visitons généralement pas nous-mêmes, nous les découvrons à travers des plateformes comme TikTok, Instagram ou YouTube. Ces plateformes nous exposent en permanence à des cultures et à des lieux que nous n'avons jamais visités. C'est un aspect positif car cela élargit nos horizons et renforce notre sentiment d'appartenance à un monde plus vaste. Au-delà de notre connaissance des États-Unis, nous découvrons davantage les autres pays et nous nous sentons davantage connectés au reste du monde sans nécessairement avoir à voyager. Cependant, les réseaux sociaux ont aussi leurs limites. Ils mettent surtout en avant ce qui est divertissant ou controversé et ne donnent pas une vision complète de la réalité. Une courte vidéo peut susciter la curiosité, mais elle explique rarement l'histoire, la culture ou le contexte politique nécessaire à une compréhension approfondie. C'est là que l'éducation joue un rôle essentiel pour comprendre l'histoire, la géographie, l'économie, ainsi que les relations internationales. Certaines personnes peuvent voir des vidéos sur le Maroc, sa gastronomie réputée ou ses sites touristiques sans savoir que nos deux pays sont partenaires depuis près de 250 ans. À mes yeux, la meilleure approche consiste donc à combiner les deux. Les réseaux sociaux ouvrent la porte à de nouvelles idées et à la découverte d'autres cultures, mais ce sont l'éducation, la recherche et le dialogue direct avec les citoyens d'autres pays qui permettent d'acquérir une véritable compréhension. Les réseaux sociaux peuvent éveiller la curiosité, mais la compréhension réelle naît lorsqu'on dépasse les contenus rapides et les titres accrocheurs pour explorer les sujets avec davantage de profondeur. Amber, dans quelle mesure les attentes des jeunes Américains diffèrent-elles de celles auxquelles étaient confrontés nos parents et nos grands-parents? Oui, je pense que les attentes envers les jeunes aujourd'hui sont bien plus élevées qu'elles ne l'étaient pour les générations précédentes. Je me souviens qu'au lycée, l'une de mes enseignantes nous avait raconté comment elle avait présenté sa candidature à l'université. Elle avait simplement rempli un formulaire papier, l'avait placé dans une enveloppe, envoyé par courrier, puis elle avait été admise. Je ne veux pas dire par là qu'elle n'était pas qualifiée, mais aujourd'hui, les étudiants doivent répondre à des exigences beaucoup plus nombreuses. On attend d'eux qu'ils participent à des activités extrascolaires, rejoignent des clubs, obtiennent d'excellentes notes et de bons résultats aux examens et qu'ils acquièrent même une expérience professionnelle ou des stages avant même d'entrer à l'université. Je constate que toutes ces attentes pèsent particulièrement sur les jeunes aux États-Unis et cela ne s'arrête pas une fois les études terminées car le marché du travail exige lui aussi énormément de nous. Je pense donc que les attentes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui sont nettement plus importantes que celles qu'ont connues nos parents et nos grands-parents. Avant de poursuivre notre discussion, retrouvons notre correspondante au département d'État, Chorouk Diab. Bonjour Chorouk. Pouvez-vous nous présenter les principaux programmes internationaux d'échanges culturels et éducatifs organisés et financés par le département d'État américain?
بالضبط رايان الولايات المتحدة تواصل الاستثمار فيما يعرف بالقوى الناعمة من خلال مجموعة واسعة من برامج التبادل. Absolument. Les États-Unis continuent d'investir dans ce que l'on appelle le soft power, ou le pouvoir d'influence, à travers un vaste éventail de programmes d'échange culturels et éducatifs supervisés et financés par le département d'État américain. Leur objectif est de favoriser la compréhension mutuelle et de renforcer les liens entre les peuples. Parmi les programmes les plus emblématiques figure le programme Fulbright Program, qui offre aux étudiants, chercheurs et enseignants la possibilité d'étudier, d'effectuer des recherches ou d'enseigner aux États-Unis ou à l'étranger. On peut également citer le programme de leadership pour les visiteurs internationaux, connu sous l'acronyme IVLP, International Visitor Leadership Program, qui a accueilli au fil des décennies des milliers de jeunes dirigeants, responsables publics et journalistes venus du monde entier, y compris du Maroc. Ces initiatives comprennent aussi des programmes d'échange pour les jeunes, tels que le programme Kennedy Lugar Youth Exchange and Study, ainsi que des programmes d'apprentissage de l'anglais, des partenariats universitaires et des programmes d'échange virtuels, dont l'importance est considérablement accrue ces dernières années grâce aux avancées des technologies numériques. Selon le département d'État américain, l'objectif ne se limite pas à l'éducation et à la formation. Il s'agit également de promouvoir le dialogue interculturel, le partage d'expériences et la formation d'une nouvelle génération de dirigeants, capables de bâtir des relations internationales plus stables et plus coopératives. Concernant le Maroc, il convient de rappeler que des milliers d'étudiants, de professionnels et d'universitaires marocains ont bénéficié de ces programmes au fil des décennies, contribuant ainsi au renforcement des liens humains et culturels entre Rabat et Washington. Malgré les contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés les gouvernements et les évolutions des priorités de la politique étrangère américaine, ces programmes continuent de bénéficier d'un large soutien dans les milieux diplomatiques et universitaires. Ils sont considérés comme l'un des instruments les plus efficaces de l'influence américaine à long terme et comme l'un des investissements les plus importants pour renforcer les partenariats internationaux et la compréhension mutuelle entre les nouvelles générations à travers le monde. Merci Chorouk. William, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune Marocain qui envisage de poursuivre ses études aux États-Unis ? Étudier aux États-Unis ne se résume pas à l'obtention d'un diplôme, c'est aussi découvrir une nouvelle culture, s'ouvrir à la diversité, évoluer dans un environnement différent et rencontrer de nouvelles personnes. C'est l'occasion de vivre une expérience culturelle enrichissante, de nouer des liens avec des personnes venues du monde entier et de développer des compétences qui vous seront utiles toute votre vie. Les universités américaines réunissent des étudiants issus d'horizons et de parcours extrêmement variés. Apprendre aux côtés de personnes ayant des expériences différentes favorise l'esprit critique, la capacité d'adaptation et les compétences en résolution de problèmes, autant de qualités recherchées dans tous les domaines professionnels. J'encourage également les étudiants marocains à s'impliquer au-delà des salles de cours, à rejoindre des associations étudiantes, à participer à des activités sociales et à construire des relations avec des personnes de cultures diverses. Nombre des leçons les plus importantes que nous apprenons à l'université ne proviennent pas directement des cours, mais les expériences humaines que nous vivons. En même temps, les étudiants ne devraient jamais avoir le sentiment de devoir abandonner leur identité lorsqu'ils arrivent aux États-Unis. Nous les accueillons tels qu'ils sont. C'est précisément l'objectif des programmes d'échange académique. Tout à fait. Amber, de nombreux employeurs évoquent aujourd'hui un déficit de compétences malgré la pénurie de main-d'œuvre. Pensez-vous que les universités préparent suffisamment les étudiants aux réalités du marché du travail ? Ouais, je pense que les universités font tout leur possible pour préparer les étudiants. Nous y acquérons des compétences techniques telles que la rédaction des courriels, la rédaction académique ou encore le développement de réseaux professionnels. À Cornell University, par exemple, nous bénéficions de services d'orientation professionnelle qui ont joué un rôle déterminant dans la préparation de mon avenir après l'université. Je prévois de poursuivre des études de droit et ces services nous aident à explorer différentes notions, notamment dans les domaines de la finance, des opportunités professionnelles et des contacts
avec les anciens étudiants. Je pense sincèrement que les universités s'efforcent de nous préparer au mieux. Cependant, le marché du travail est en pleine transformation. De nombreux diplômés postulent aujourd'hui à des dizaines, voire à des centaines d'offres d'emploi sans recevoir de réponse ou seulement très rarement. Même des candidats hautement qualifiés peinent parfois à accéder au marché du travail ou simplement à obtenir un entretien. Ainsi, même si les universités accomplissent leur mission autant que possible, le marché de l'emploi est devenu nettement plus instable et plus complexe ces dernières années. William, education plays a major role in shaping future opportunities. William, l'éducation joue un rôle déterminant dans les trajectoires professionnelles. Au Maroc, l'enseignement public est gratuit, y compris à l'université, même si de nombreuses familles se tournent vers le privé ou les études à l'étranger. Aux États-Unis, à l'inverse, le coût élevé des études conduit souvent les étudiants à s'endetter lourdement. Dans quelle mesure ces réalités influencent-elles les ambitions des jeunes et leur choix de carrière dans les deux pays? C'est une excellente question. Tous les systèmes éducatifs sont différents, mais les aspirations des jeunes se ressemblent beaucoup, que ce soit au Maroc ou aux États-Unis. La plupart des étudiants recherchent les mêmes choses, des opportunités, une certaine stabilité et les meilleures conditions possibles pour construire leur carrière. Au Maroc, la gratuité de l'enseignement universitaire contribue à réduire les obstacles financiers. Cependant, comme vous l'avez mentionné, de nombreuses familles privilégient l'enseignement privé ou les études à l'étranger parce qu'ils considèrent que cela offre des opportunités supplémentaires, une expérience internationale et l'accès à des environnements professionnels différents. Aux États-Unis, l'enseignement supérieur ouvre d'immenses perspectives, mais son coût constitue souvent un obstacle majeur. Les frais de scolarité et les prêts étudiants influencent les choix concernant l'établissement fréquenté, la carrière envisagée, la durée des études et les projets futurs. Malgré ces différences, l'économie mondiale valorise aujourd'hui un ensemble de compétences similaires: la communication, l'adaptabilité, l'esprit critique et la capacité à travailler dans des environnements multiculturels. La réussite dépend de plus en plus non seulement du lieu où l'on a étudié, mais aussi de la manière dont on met en pratique ce que l'on a appris. Ainsi, malgré la diversité de nos systèmes éducatifs, les jeunes des deux pays poursuivent finalement le même objectif: obtenir une chance de construire un avenir prospère. Absolument. Nous faisons maintenant une courte pause et revenons dans quelques instants. Alors restez avec nous. Welcome back to the second half of this week's episode of Men Washington. Nous sommes de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Aujourd'hui, nous recevons un groupe d'étudiants universitaires américains afin de mieux comprendre leur perception du Royaume du Maroc et les impressions qu'ils en ont. Nous évoquons également les opportunités et les défis auxquels les jeunes sont confrontés dans les deux pays. Avant cela, retrouvons notre correspondant Adel Dessouki en direct du Congrès. Adel, depuis plusieurs décennies, de nombreux jeunes Américains estiment que les possibilités d'engagement politique restent limitées, en particulier au plus haut niveau du pouvoir. Un débat qui prend une résonance particulière à l'heure où l'âge moyen des membres du Congrès ne cesse d'augmenter, aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat. للإجابة عن سؤالك دعني أشير سريعاً إلى أن أحدث الدراسات واستطلاعات الرأي تؤكد وجود فجوة ثقة بين الشباب الأمريكي من جهة. Bonjour Ryan. Pour répondre à votre question, les études et enquêtes les plus récentes confirment l'existence d'un fossé de confiance entre les jeunes Américains et les institutions politiques, et ce fossé continue de se creuser. Selon une enquête de l'Institut de politique de l'Université de Harvard, publiée fin 2025, environ 64% des Américains âgés de 18 à 29 ans estiment que la démocratie américaine traverse une véritable crise ou ne fonctionne plus correctement. À peine un tiers en ont une perception positive.
Ce sentiment s'inscrit dans un contexte où l'âge moyen des responsables élus continue d'augmenter. L'âge moyen des membres de la Chambre des représentants est aujourd'hui d'environ 58 ans, tandis que celui des sénateurs dépasse 64 ans, faisant du Congrès l'une des institutions législatives les plus âgées de l'histoire des États-Unis. من أكبر المؤسسات التشريعية سنا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. De nombreux jeunes estiment ainsi que les enjeux qui les concernent au quotidien ne sont pas suffisamment pris en compte par les décideurs. Parmi ces enjeux figure notamment la dette étudiante qui dépasse 170 milliards de dollars à l'échelle nationale, la hausse du coût du logement, les difficultés d'accès à un emploi stable, ainsi que les inquiétudes liées à l'avenir du marché du travail face à l'évolution rapide de l'intelligence artificielle. وكذلك المخاوف المرتبطة بمستقبل سوق العمل في ظل التطور السريع للذكاء. Une étude récente du Centre Circle, spécialisé dans la recherche sur l'engagement civique des jeunes, montre également que seuls 16% des jeunes Américains estiment que le système démocratique fonctionne bien pour leur génération. Environ la moitié considère au contraire que les institutions politiques ne répondent pas suffisamment à leurs besoins et à leurs attentes. بينما يرى في المقابل نحو النصف أن المؤسسات السياسية لا تستجيب بالشكل الكافي لاحتياجاتهم. Cependant, ce désenchantement ne signifie pas nécessairement un rejet de la démocratie ou un désengagement total de la vie publique. La majorité des jeunes Américains restent attachés aux élections et aux institutions démocratiques. Mais ils demandent une meilleure représentation dans les centres de décision et des politiques plus proches de leur réalité. إلا أنهم يطالبون بتمثيل أكبر داخل مراكز صنع القرار وبوجود سياسة أقرب. Ainsi, ce fossé générationnel à Washington ne traduit pas seulement une différence d'âge, mais révèle un conflit plus large autour des priorités et des visions de l'avenir. عن صراع أوسع حول الأولويات والرؤى المستقبلية. Le principal défi pour la classe politique américaine reste donc de convaincre les jeunes que leurs voix ne sont pas seulement entendues pendant les campagnes électorales, mais qu'elles se traduisent aussi en politique concrète ayant un impact réel sur leur avenir. Thank you, Adel. Amber, across both the United States and Morocco. Merci Adel. Amber, les études montrent qu'aux États-Unis, comme au Maroc, les jeunes générations s'engagent moins dans les formes traditionnelles de participation politique que leurs aînés. Selon vous, quels sont les principaux facteurs de cette évolution et que révèlent-elles de leur rapport aux institutions, au gouvernement, et à leur capacité à influencer l'avenir? Oui, je pense qu'il existe deux facteurs principaux qui expliquent ce sentiment de désengagement politique. Premièrement, il est aujourd'hui beaucoup plus facile de participer à la vie politique en ligne. Il est plus simple de republier un contenu sur les réseaux sociaux que d'essayer de contacter directement des représentants élus et de chercher à provoquer un changement réel. Deuxièmement, de nombreux jeunes aux États-Unis et peut-être aussi au Maroc ressentent une baisse du sentiment d'efficacité politique, c'est-à-dire la conviction de pouvoir réellement influencer les choses. Lorsqu'ils votent pour des représentants qui ne tiennent pas leurs promesses ou ne respectent pas l'état de droit, ils se sentent frustrés et se demandent pourquoi voter si les élus ne représentent pas réellement les citoyens. Cela dit, même si cela traduit une certaine érosion de la confiance envers les institutions, de nombreux jeunes Américains conservent des opinions politiques claires, ils s'informent, souhaitent provoquer des changements et demander des comptes à leurs représentants, mais cela devient de plus en plus difficile. Cécilia, dans quelle mesure les réseaux sociaux façonnent-ils la perception qu'ont les jeunes du succès, du bonheur et de la réussite personnelle? Avec les réseaux sociaux, nous avons le sentiment que beaucoup plus de personnes nous observent et s'intéressent à ce que nous faisons qu'en réalité. Cela crée une pression pour se conformer à une certaine image sociale du succès, au détriment de la découverte de ce que cela signifie personnellement. À cet égard, je trouve que le Maroc se distingue de manière remarquable. Là-bas, l'accent est davantage mis sur la connexion réelle et l'expérience vécue que sur la construction d'une image.
L'identité est comprise à travers la famille, le lieu de vie, la manière de manger et les pratiques culturelles et religieuses. Tout cela participe à définir ce que l'on est. Il existe d'ailleurs une belle expression marocaine proche de « que Dieu te rende heureux » ou « sois en paix ». Ce qui me marque, c'est qu'elle relie le passé et le présent. Un vendeur d'oranges au marché peut connaître votre grand-père. Le passé n'est pas effacé au Maroc, que ce soit à travers le surf, la balade à dos de chameau ou les marchés qui existent depuis des siècles. L'accent est mis sur l'expérience vécue plutôt que sur la mise en scène. Je pense que le véritable bonheur consiste à être pleinement soi-même, sans public. Aux États-Unis, nous sommes souvent tournés vers l'avenir au point de perdre le lien avec le présent et nos racines. Le Maroc, d'une certaine manière, semble comprendre quelque chose que ma génération est encore en train d'apprendre. I mean, you think about what you post on social media. It's not your daily struggles, it's your highlights. Right. The best foot that you've put forward. Yes. And so whenever you're looking on social media, that's all you're seeing from other people. Exactly. And so for me, William, sur les réseaux sociaux, chacun tente à montrer ses réussites plutôt que ses difficultés. Comparing yourself to your friend who got into the better school or landed a great internship, right? It's compare yourself to who you were. Are you better than that person, right? Créant une image souvent idéalisée de la vie des autres. Dans ce contexte, le désengagement politique chez les jeunes Social media and the illusion that other people put of their own happiness. Right. Yes. William, is political disengagement primarily traduit-il une forme d'indifférence ou plutôt une frustration croissante à l'égard des institutions? I believe it's more on the reflection of frustration. Je pense qu'il reflète principalement un sentiment de frustration. Beaucoup de jeunes s'intéressent profondément aux enjeux actuels et aux problèmes qui affectent leur avenir, comme le logement, l'éducation, les opportunités économiques et technologiques, ainsi que la sécurité nationale. Ils se sentent concernés, mais ils ont le sentiment que leur voix n'est pas entendue. Je peux donner un exemple personnel. Lorsque j'étais en terminale, il y avait une élection au niveau de l'État concernant le redécoupage de circonscriptions électorales. J'avais 18 ans et mes amis avaient le même âge. Je leur ai demandé s'ils avaient voté. Ils m'ont répondu non, car ils avaient le sentiment que leur vote ne comptait pas. C'était très décourageant. S'ils pensent déjà que leur voix ne compte pas au niveau de l'État, comment peut-on attendre d'eux qu'ils participent aux élections nationales? Ce sentiment de ne pas être entendu par les institutions politiques est extrêmement démotivant. Et lorsque les citoyens observent la polarisation, la lenteur des décisions et les conflits politiques permanents, ils se découragent et pensent que le changement réel est presque impossible. Cependant, le désengagement ne signifie pas nécessairement une absence d'intérêt. Beaucoup de jeunes choisissent d'agir autrement à travers le service communautaire, l'entrepreneuriat, les organisations à but non lucratif ou des initiatives locales plutôt que par les voies politiques traditionnelles. Amber, dans de nombreuses sociétés, les jeunes expriment une volonté accrue de participer aux décisions qui façonnent leur avenir. Aux États-Unis, ont-ils le sentiment de pouvoir réellement influencer les politiques publiques et les priorités nationales? Ou observe-t-on au contraire un sentiment croissant d'exclusion des processus de décision? Oui, ma génération a effectivement le sentiment d'être exclue des processus décisionnels, mais je pense que c'est précisément ce qui nous pousse à essayer de faire entendre nos voix. Ce n'est pas toujours simple, car beaucoup d'entre nous votent pour la première fois ou s'efforcent réellement de s'informer sur les programmes des candidats afin de choisir ceux qui nous représentent vraiment. Par le passé, nous ne prêtions peut-être pas attention à des sujets comme le prix du carburant ou le coût de la vie, mais en grandissant, nous réalisons à quel point ces questions sont importantes. Je peux dire que parmi mes amis, certains estiment être représentés par des élus qui ne le représentent pas réellement, tandis que d'autres s'impliquent dans des campagnes pour soutenir des candidats qu'ils jugent réellement attentifs aux citoyens et qui tentent autant que possible de faire en sorte que le gouvernement reflète la population. Même si les niveaux de réussite varient, les gens essaient de participer du mieux qu'ils peuvent. Cela dit, tout le monde n'est pas engagé politiquement. Une part non négligeable de la population se sent incapable de provoquer un changement, mais je pense qu'il est essentiel de faire notre part pour faire entendre notre voix, demander une véritable représentation et tenter de tenir nos élus responsables autant que possible.
To me, I get the sense that young people, they just don't feel like their government's listening. Oui, j'ai le sentiment que beaucoup de jeunes pensent que leur gouvernement ne les écoute pas. Ils ont parfois l'impression de parler dans le vide. Ils expriment leur frustration sans que cela ne se traduise par des réponses concrètes de la part des décideurs. C'est un constat que l'on retrouve clairement dans le débat politique actuel. Mais la question est de savoir si cette frustration peut aussi produire l'effet inverse, pousser certains jeunes à s'engager davantage, à faire entendre leur voix parce qu'ils estiment que les choses doivent évoluer. Cécilia, si vous deviez identifier une seule réforme politique capable d'améliorer l'avenir des jeunes Américains, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Je pense qu'il s'agirait d'améliorer notre manière de penser l'investissement dans l'avenir dès le plus jeune âge. Pour ma part, je pense qu'il faut repenser la manière dont nous investissons tôt dans les enfants. Le Maroc offre ici un exemple intéressant. Le pays a fait un engagement national important en faveur de l'éducation préscolaire et de la petite enfance, dans le cadre de la vision éducation à l'horizon 2030. Je me suis renseignée à ce sujet et même si le Maroc n'est pas un pays riche, il a pris une décision stratégique, investir dans les enfants avant l'âge de 6 ans. Les données soutiennent cette approche. Toutes les études économiques fiables montrent qu'un investissement dans la petite enfance génère un retour d'environ $7 pour chaque dollar investi. À l'inverse, les États-Unis, pourtant le pays le plus riche du monde, disposent encore d'un système fragmenté d'éducation précoce, où l'accès à une éducation de qualité dépend presque entièrement du revenu familial et du code postal. J'ai travaillé dans des structures d'accueil avec une seule classe. Les enfants que j'y ai rencontrés ne sont pas en retard parce qu'ils ont moins de capacités, mais parce que le système est intervenu trop tard dans leur développement. L'exemple du Maroc est intéressant, non pas parce qu'il aurait entièrement résolu le problème, mais parce qu'en tant que pays en développement, il a fait le choix politique de faire de l'investissement dans la petite enfance une priorité nationale, contrairement aux États-Unis, qui, malgré leurs ressources, ne l'ont pas encore fait. Si je pouvais changer une seule chose pour les jeunes Américains, ce serait de transformer cette politique en engagement national durable et non en programme temporaire ou expérimental, afin de garantir à chaque enfant, quel que soit son lieu de vie, un accès aux ressources essentielles avant 8 ans. Yeah, you know, Morocco has a policy where they actually subsidize. They have scholarships for their students. Comme vous le savez, le Maroc a également une politique de bourse pour les étudiants. Je me demande si cela fait partie des éléments qui donnent un avantage au système éducatif et aux politiques publiques marocaines et si cela pourrait nous inspirer. Cela semble offrir un soutien différent aux jeunes qui peuvent se sentir découragés ou démotivés à l'école. Cela leur apporte un soutien concret. Le Maroc semble avoir bien réussi sur ce point. J'espère que les décideurs s'en inspireront. William, quel rôle la polarisation politique joue-t-elle dans le désengagement des jeunes vis-à-vis des élections et de la vie civique? So political polarization has certainly affected many young people and their view on politics. La polarisation politique a clairement influencé la manière dont de nombreux jeunes perçoivent la politique. Lorsque le débat public devient fortement polarisé, la politique peut sembler davantage centrée sur le conflit que sur la résolution des problèmes. Beaucoup de jeunes s'intéressent aux enjeux qui affectent directement leur avenir. Mais ils se découragent lorsque les divisions et les clivages dominent le débat public. Certains ressentent même une pression à choisir un camp, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de prendre parti, mais de résoudre les problèmes. Il semble donc que le défi consiste à trouver un équilibre entre une frustration qui mène au désengagement et une frustration qui pousse à agir pour provoquer le changement. C'est cet équilibre que nous cherchons constamment à atteindre. Amber, dans la prochaine décennie, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir et qu'est-ce qui vous inquiète le plus concernant l'avenir de votre génération? Oui, en regardant vers la prochaine décennie, je pense que les réseaux sociaux peuvent être à la fois ma plus grande source d'espoir et ma plus grande source d'inquiétude. Ils comportent de nombreux avantages et inconvénients. L'un des aspects positifs est qu'ils nous permettent de communiquer avec des personnes partout dans le monde. Je peux simplement regarder mon téléphone et voir des vidéos de personnes situées à des milliers de kilomètres, y compris au Maroc. Cela nous rend plus connectés que jamais. C'est aussi un excellent outil d'échange et de discussion sur des questions politiques et d'autres sujets.
société, car même si beaucoup de personnes ne suivent pas activement l'actualité, elles sont très présentes sur les réseaux sociaux. On peut donc les atteindre par ce biais et les encourager à s'impliquer dans la politique et dans la vie publique de demain. Mais il existe aussi des aspects négatifs. Les réseaux sociaux deviennent parfois des chambres d'écho qui ne font que renvoyer ce que l'on y met. Si l'on interagit principalement avec des contenus conservateurs, on en verra davantage. Si l'on interagit surtout avec des contenus libéraux, on sera également enfermé dans cette logique. Cela rend difficile la rencontre avec des opinions différentes et l'existence d'un véritable dialogue, pourtant essentiel à la démocratie et à la compréhension mutuelle. Ainsi, même si les réseaux sociaux peuvent être utilisés positivement, ils ont aussi des coûts négatifs qu'il faut prendre en considération. C'est vrai, la chambre d'écho dont vous parlez n'est pas un dysfonctionnement, mais fait partie intégrante de la conception des plateformes et de leurs algorithmes. Les utilisateurs cherchent rarement à être exposés à des opinions contraires. Ils privilégient surtout des contenus qui renforcent leur propre point de vue. Vous mettez en évidence un point essentiel qui révèle à la fois un enjeu majeur et une source de division. Cécilia, dans un contexte international en mutation rapide et marqué par la rivalité entre grandes puissances, qu'est-ce qui fait du Maroc un partenaire stratégique important pour les États-Unis, en Afrique du Nord, au Sahel et plus largement dans la région méditerranéenne ? Je pense que c'est parce que le Maroc est un pays qui cherche généralement à aider d'autres États à atteindre la paix et pas seulement à sécuriser ses propres intérêts. Les deux dimensions ne sont pas contradictoires pour lui. Il poursuit ses intérêts économiques et relationnels, mais il existe aussi un véritable engagement à être utile au-delà de ses frontières. C'est ce qui le distingue de nombreux autres pays. Dans un monde marqué par la compétition entre grandes puissances, où beaucoup d'États choisissent de s'aligner ou de se concentrer uniquement sur leurs intérêts immédiats, le Maroc a tracé une voie différente. Il a utilisé sa position géographique au croisement de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée, du Sahel et de l'Europe, non pas comme une faiblesse, mais comme un atout. Contrairement à d'autres pays d'Afrique du Nord, le Maroc s'est généralement ouvert au tourisme, au commerce et aux échanges internationaux, partageant ses ressources et sa culture avec une confiance qui affirme « Nous sommes suffisamment sûrs de qui nous sommes pour ouvrir nos portes aux autres ». Cette ouverture combinée à un fort enracinement identitaire constitue une combinaison très puissante. Pour les États-Unis en particulier, dans un contexte de recul de leur influence au Sahel, après les coups d'État au Mali, au Niger et au Burkina Faso, et face à une concurrence croissante dans toute la région, disposer d'un partenaire crédible, présent à la fois en Afrique du Nord, au Sahel et en Méditerranée, capable de jouer un rôle de médiateur et de facteur de stabilité est essentiel. Amber, dans l'avenir, quelles priorités les prochaines générations de dirigeants marocains et américains devraient-elles adopter pour renforcer les relations bilatérales et transformer cette amitié historique en un partenariat stratégique plus global ? Oui, transformer une amitié historique en un partenariat stratégique plus global est quelque chose d'essentiel. Il est remarquable qu'une amitié et une alliance entre les États-Unis et le Maroc durent depuis près de 250 ans. Et il est crucial de préserver cette relation dans les années à venir. Sur le plan du partenariat stratégique, nous faisons face aujourd'hui à des enjeux auxquels les générations précédentes n'avaient pas à répondre avec la même intensité, comme l'intelligence artificielle et le changement climatique. Il existe de nombreux défis que les générations futures devront affronter. Je pense qu'il est très important que les États-Unis et le Maroc poursuivent ces dialogues et s'appuient sur leurs alliés pour bénéficier de leurs perspectives sur ces questions. Cette relation particulière que nous avons entretenue avec le Maroc est quelque chose dont la prochaine génération doit être fière et sur laquelle elle doit continuer à construire. Nous devons nous concentrer sérieusement sur nos plus anciennes alliances et adopter une vision plus stratégique de l'avenir. Je voudrais vous demander à chacun une brève intervention. Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos homologues marocains ? Cécilia, commençons par vous, puis Amber et enfin William. J'aimerais vraiment visiter le Maroc. Honnêtement, cette discussion m'a fait réaliser que ce n'est plus simplement un souhait, mais quelque chose dont j'ai réellement besoin. Je pense que le Maroc m'aiderait à me reconnecter à une vision plus authentique de moi-même. Amber, et vous ? J'aimerais visiter le Maroc un jour. Cela semble être un endroit magnifique à découvrir. Je pense qu'il serait formidable de découvrir sa culture et son histoire directement auprès des habitants, car cela est bien plus profond que ce que l'on peut apprendre sur un site internet ou dans un journal. William ?
J'aimerais aller au Maroc après avoir entendu Cecilia et Amber. Cela semble être un endroit incroyable. Après les recherches que j'ai faites aujourd'hui, il figure désormais clairement sur ma liste de voyages rêvés. J'espère vraiment pouvoir visiter le Maroc. Laissez-moi ajouter ceci, si vous planifiez un voyage au Maroc, n'hésitez pas à m'y inclure. Merci d'avoir regardé cet épisode de votre émission depuis Washington. Nous vous invitons à la suivre sur les réseaux sociaux de Médien TV. Merci à nos invités, Amber Paramore, Cecilia Traver et William Dreyer, ainsi qu'à nos correspondants Sholouk Diab et Adel Dessouki. Merci également à l'équipe de production dirigée par le réalisateur Mohamed Saïd Al-Wafi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode depuis Washington.